Good morning. Bonjour à toutes et à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un véritable plaisir pour moi d'avoir l'honneur de vous accueillir ici à Bruxelles et de vous recevoir dans le cadre de cette conférence internationale en matière de protection sociale dans le contexte de fragilité et de déplacement forcé. Je voudrais bien entendu souhaiter la bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui sont venus de très loin. Je suis navrée que la météo ne soit pas au rendez-vous ici à Bruxelles, mais généralement, après la pluie vient le beau temps et j'espère que ce sera le cas ici à Bruxelles. Je suis responsable des relations au niveau des institutions européennes, donc je sers de lien entre l'Union européenne et l'UNICEF et avec tous nos partenaires, et entre autres avec la FAO, l'Union européenne, la Finlande, l'Allemagne, Swedish Cedar, l'aide du Royaume-Uni, le WFP et la Banque mondiale. Je suis heureuse, avec l'ensemble de ces partenaires, de vous accueillir à cette conférence et je vois d'ailleurs certains visages familiers autour de la table. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous 150 participants approximativement. Et les personnes présentes dans cette salle ne représentent qu'une partie de ces participants. Il y a d'autres collègues qui sont installés dans une autre salle et qui nous regardent via un écran télévisé. Je voudrais donc souhaiter à l'ensemble des délégations officielles ainsi qu'à nos partenaires en matière d'aide au développement, la société civile, les instituts de recherche et je pense avoir déjà cité effectivement la société civile. Je voudrais tout particulièrement souligner la présence de plusieurs hauts représentants, ministres et secrétaires d'État provenant de différents pays. Nous sommes heureux de compter parmi nous aujourd'hui tous ces représentants, ce qui atteste de l'intérêt porté par vos pays à cette thématique, puisque vous allez passer plusieurs jours à nos côtés. Et ceci atteste également de l'importance de cette thématique pour vos pays respectifs, mais également à l'échelon mondial. Nous allons donc passer 2 journées d'échange d'informations. Nous allons apprendre énormément de nouvelles choses, échanger sur nos acquis, sur nos réalisations, les obstacles rencontrés, les exemples de bonnes pratiques également. Et au terme de ces 2 journées, nous espérons que vous regagnerez vos pénates, vos institutions respectives et vos pays respectifs en ayant une idée beaucoup plus claire des prochaines étapes qui nous attendent. Et nous espérons bien entendu que votre engagement par rapport à la protection sociale sera renouvelé dans ce contexte. Je voudrais à présent vous présenter le panel des orateurs. Nous avons tout d'abord Monique Paria, directrice générale de la DG chargée de l'aide humanitaire et de la protection civile. Et sous son égide, nous avons pu voir à quel point l'ECHO avait gagné en efficacité et en sensibilité à la thématique du genre. Il faut savoir que la DG ECHO est restée très ouverte par rapport au dialogue avec les différents partenaires. Et sans plus attendre, je voudrais céder la parole à Monique Paria. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Excellences, c'est un plaisir pour moi que d'être présente parmi vous aujourd'hui et que d'inaugurer cette conférence internationale dédiée à la protection sociale dans le contexte de fragilité et de déplacement forcé. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations qui se sont déplacées jusqu'à Bruxelles. Je sais que certains d'entre vous ont effectué un très long voyage pour nous rejoindre aujourd'hui afin de se pencher sur cette thématique ô combien importante. Vous avez un programme de 2 jours qui est relativement fascinant et ce programme qui vous attend m'amène à vous souhaiter bien entendu des discussions des plus constructives et productives. Alors les défis que nous avons à atteindre aujourd'hui sont énormes et sont plus importants encore qu'ils ne l'ont jamais été par le passé. Nous vivons dans un monde qui compte 7 milliards d'habitants, où les inégalités ne cessent de s'accroître et où les défis ne cessent de refaçonner en permanence les styles de vie et les modes de vie de nos nations respectives. Nous avons pu constater qu'après une diminution au cours des décennies écoulées, la famine dans le monde est de nouveau à la hausse et concerne de nombreuses personnes en 2016, à savoir un pourcentage non négligeable de la population mondiale. Nous sommes également les témoins de nombreux déplacements et ces déplacements se déroulent à une échelle sans précédent et ce, eu égard à toute une série de conflits et de désastres ou catastrophes naturelles. Alors bien entendu, il n'y a pas de catastrophe naturelle en tant que telle. Ce sont des hasards qui deviennent bien entendu des catastrophes eu égard à la pauvreté, eu égard au fait qu'on
n'est pas préparé à faire face à ces cataclysmes. Donc pour toutes ces raisons, nous avons toute une série de personnes à travers le monde qui sont soit réfugiées, soit des personnes déplacées en interne, et je pense que malheureusement ces chiffres sont voués à augmenter. C'est le chiffre le plus jamais élevé, ou le plus élevé jamais atteint plutôt, au cours de ces dernières années. Parallèlement à cela et parallèlement à cette crise actuelle, nous constatons une complexification des crises qui surviennent. Il faut se dire que 80% des crises humanitaires durent de 4 à 5 ans, voire parfois davantage, que ce soit en Syrie, en Irak, au Sud-Soudan, que ce soit au Yémen également. Nous sommes confrontés à toute une série de situations, et ces situations ne représentent bien entendu que la partie immergée de l'iceberg. De nombreuses personnes sont effectivement affectées par cette crise humanitaire. C'est pour cette raison que vous ne serez pas surpris d'apprendre que la nécessité de faire tout ce qui est en notre pouvoir et d'imaginer de nouvelles solutions s'avère de plus en plus nécessaire. Il faut renforcer nos capacités pour pouvoir atteindre un point d'équilibre. Et malgré cela, nous savons que l'aide humanitaire n'est pas la solution pour répondre aux besoins de protection en matière de conflit. Il nous faut, en sus de cela, des solutions politiques, mais il faut néanmoins, dans l'intervalle, se pencher sur ces besoins humanitaires. Et comme je vous l'ai dit, eu égard à ces crises, nous devons également nous pencher sur des solutions qui vont s'étaler davantage sur le long terme. C'est pour cette raison qu'une coopération plus étroite entre l'aide humanitaire et les acteurs du secteur du développement est plus urgente que jamais. Nous devons travailler main dans la main afin de remplacer le système d'aide au développement et d'aide humanitaire par une approche qui soit davantage coordonnée, qui soit davantage efficace et qui nous permette de répondre aux besoins des uns et des autres et permette aux acteurs de terrain de collaborer les uns avec les autres. Mesdames et messieurs, à la face ou au regard de ces besoins sans précédent, il est plus que jamais crucial d'améliorer les capacités locales, de réduire les risques, de créer une certaine forme de résilience, en particulier dans les contextes soumis à une certaine forme de fragilité. La protection sociale est bien entendu une avenue à explorer et elle semble être prometteuse. D'autre part, les systèmes de protection sociale peuvent bien entendu jouer un rôle très important en aidant des personnes vulnérables à rencontrer leurs besoins les plus fondamentaux. Au cours de ces dernières années, les acteurs du secteur de l'aide humanitaire ont de plus en plus pu constater à quel point des transferts de liquidités pouvaient proposer un soutien rapide et digne dans des contextes de fragilité et de déplacement forcé, et pouvaient offrir également une réponse à toute une série de cataclysmes et catastrophes naturelles imprévues. Alors bien entendu, ces transferts de fonds sont efficaces, aisés à débloquer et nous permettent d'avoir une palette de choix beaucoup plus large en matière d'aide à développer. C'est pour cette raison qu'en 2016, près de la moitié de l'aide de la Commission européenne en matière d'assistance alimentaire a été fournie sous forme de liquidité, d'aide en matière de transfert de liquidité. Quoi qu'il en soit, ces interventions sous forme de liquidité sont la plupart du temps conçues comme étant des actions à court terme et ne sont pas toujours parfaitement en adéquation avec les filets de sécurité nationaux ou ne sont pas toujours en adéquation avec les systèmes de protection sociale lorsque ceux-ci existent. Afin d'être beaucoup plus efficaces, nous devons les ajuster aux dispositifs de protection sociale à l'échelon national lorsqu'ils existent, ou nous devons soutenir une adaptation des systèmes nationaux afin de pouvoir cibler davantage les populations les plus vulnérables et répondre aux crises et aux chocs lorsque ceux-ci surviennent. Alors, il faut se dire également que nous ne pouvons pas agir seuls en la matière en termes d'aide humanitaire. À cette fin, nous avons besoin de travailler beaucoup plus étroitement avec nos collègues du secteur du développement ainsi qu'avec les autorités nationales, et je pense l'avoir précisé d'entrée de jeu. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Et je voudrais vous citer quelques exemples de ce que nous avons concrètement fait jusqu'à présent. L'année dernière, la Commission européenne a lancé un filet de sécurité en matière d'urgence et de sécurité destiné à des réfugiés syriens vivant en Turquie. Il
s'agit bien entendu du projet d'aide humanitaire le plus vaste jamais financé d'ailleurs par l'Union européenne. Et c'était également le premier dispositif d'aide humanitaire qui était en parfaite adéquation avec le dispositif de sécurité sociale nationale, à savoir celui mis en place par les autorités turques. Alors ce programme est un modèle d'efficacité en termes de coûts et les transferts en matière de liquidité par la voie électronique ont pu atteindre environ 1 million de réfugiés chaque mois. Donc nous avons pu atteindre cet objectif d'1 million de réfugiés et je pense que nous allons prochainement d'ailleurs pouvoir confirmer ces chiffres. Nous avons pu répondre bien entendu à leurs besoins fondamentaux en termes de protection, d'écoles pour les enfants, de denrées alimentaires, etc. Et ces personnes sont à même bien entendu de décider à quelle fin elles souhaitent dépenser cet argent. Nous avons également assigné une certaine fonction d'innovation et de dignité, bien entendu, à ce dispositif en permettant aux populations concernées de poser leurs propres choix et de faire les choix qui leur convenaient davantage. Un autre élément qui me semble tout aussi important est que ces transactions permettent également à l'économie locale de se développer. Lorsque ces personnes achètent des denrées alimentaires, louent un appartement ou ont recours à des services de protection sociale ou de sécurité sociale, cela permet de donner une impulsion à l'économie locale et cela permet également une meilleure intégration des réfugiés au sein des communautés nationales. Au Malawi, nous soutenons le gouvernement afin de lui permettre d'élargir son dispositif de sécurité sociale et nous essayons de faire en sorte que ce dispositif puisse répondre à des catastrophes ou à des imprévus. Nous avons par exemple toute une série de nouveaux bénéficiaires et de nouvelles zones géographiques qui peuvent être couvertes par exemple en cas de catastrophe naturelle. Voici ici un autre exemple, me semble-t-il, avec toute une série de bailleurs de fonds qui ont tenté de faire en sorte que l'on puisse déployer le dispositif existant et que l'on soit en mesure de répondre à toute une série de crises, par exemple crise alimentaire. Au Lesotho, nous soutenons une initiative qui a pour objectif de cibler les plus vulnérables et qui permet également de dégager certaines liquidités afin de les aider. Alors en ce qui concerne la Somalie, par exemple, nous avons développé une aide humanitaire et une aide en matière de développement par le biais de transferts en matière de liquidité pour pouvoir créer précisément un programme de protection sociale, notamment au niveau du secteur alimentaire. Et nous aurons, me semble-t-il, la possibilité ultérieurement dans le courant de la journée de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place. Mesdames et messieurs, Excellences, comme j'ai tenté à tout le moins de l'illustrer dans mon propos, la protection sociale a le potentiel de faire en sorte que l'aide humanitaire au développement se traduise véritablement dans les faits et dans la pratique en préservant les actions humanitaires tout en contribuant en parallèle à un déploiement des perspectives sur le plan local et des perspectives qui doivent s'étaler bien entendu sur le long terme et qui devraient permettre de protéger davantage les populations. En cas de crise prolongée, il faut une certaine prévisibilité et surtout des solutions sur le long terme. Nous ne pouvons plus nous contenter de penser de façon court-termiste. Nous avons besoin au contraire d'une vision sur le long terme qui nous permettra de combiner assistance humanitaire, action en matière de développement, étant donné que les besoins fondamentaux en matière de survie sont de plus en plus importants et s'étalent sur des périodes de temps de plus en plus longues. Ceci s'avère d'ailleurs tout particulièrement important si nous voulons éradiquer la faim dans le monde et l'éradiquer une fois pour toutes. Notre travail collectif, votre travail aujourd'hui est également essentiel à l'heure actuelle et pas uniquement aujourd'hui mais surtout sur le terrain puisqu'il s'agit d'aider tous ceux qui en ont besoin à travers le monde. Nous comptons sur vous pour ce faire et nous devons agir ensemble pour concrétiser nos promesses, à savoir ne laisser personne à la traîne. Je voudrais vous remercier une fois de plus de vous être réunis ici aujourd'hui, de réfléchir à des solutions concrètes, de réfléchir à toute une série de propositions. Nous sommes là pour vous soutenir. C'est vous qui êtes sur le terrain. Dès lors, nous dépendons très largement de vous et je voudrais d'ores et déjà vous remercier pour l'excellent travail que vous accomplissez à l'échelon mondial afin de soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je vous soutiens également une conférence des plus
constructives et des plus fructueuses. Et je suis bien entendu impatiente d'entendre parler des résultats et des conclusions que vous aurez tirées dans le cadre de cette conférence. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Paria, d'avoir autant clarifié la thématique de la protection sociale et pour nous avoir montré de façon concrète et pratique comment nous pouvions permettre l'accès à l'aide en matière d'aide humanitaire et de développement. Sans plus attendre, je voudrais céder la parole à Madame Ingrid Gabriela Oven, directrice générale du département chargé des questions mondiales. C'est une personne qui bénéficie d'une longue expérience dans le secteur du développement et elle représente le ministre fédéral allemand chargé de la coopération économique et du développement, le BMZ. Madame Blanchette, Madame Paria, Monsieur Sheban, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. C'est un véritable plaisir pour moi que d'être présente ici lors de cette conférence internationale qui porte sur la protection sociale dans des contextes de fragilité et de déplacement forcé. Nous sommes heureux de constater à quel point nous formons effectivement une famille au niveau de cette thématique de la protection sociale et je vois qu'il y a toute une série de gouvernements, de groupes de réflexion, de praticiens et autres qui sont rassemblés ici à Bruxelles. Et je pense que cette opportunité arrive à point nommé, tout comme Madame Paria l'a dit, puisque ces crises sont bien entendu toujours en cours de déploiement. Leur nombre est même sur le point d'augmenter. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de famine et qui sont confrontées à des thématiques de déplacement. Et au cours de ces dernières années, il est vrai qu'il est important de voir par rapport à cette thématique ce que nous pouvons améliorer et comment nous pouvons essayer d'obtenir des résultats basés davantage sur le long terme. Alors, je pense que nous ne devons pas perdre de vue non plus les besoins immédiats des personnes concernées, des familles et des personnes qui souffrent actuellement de cette situation. Alors, si nous regardons dans le rétroviseur, nous pouvons constater que le débat et notre expérience pratique a beaucoup augmenté, notamment au niveau des pays du Moyen-Orient. Nous avons parlé des combats en Syrie. Il faut également parler d'une situation relativement fragile également en Afrique. Et nous savons qu'il y a parfois des situations extrêmement complexes qui se développent dans certains pays. Et il est fondamental en la matière de jeter les fondations pour combiner ou de jeter les fondements d'une meilleure combinaison entre différents outils pour développer plus en avant la coopération au développement. Nous avons cru comprendre qu'effectivement, il était important de consacrer davantage d'attention à la protection sociale en tant que telle. Et ça, c'est un des premiers points. Deuxièmement, je pense que nous avons probablement appris à renforcer les dispositifs de protection sociale, même dans des contextes d'extrême fragilité. Sur le long terme, nous devons bien entendu créer un phénomène de résilience des personnes au niveau des différentes institutions pour pouvoir mieux gérer des crises éventuelles qui pourraient survenir à nouveau dans des endroits où elles pourraient survenir. Il est également important d'avoir toute une série de programmes avec des réponses immédiates, bien entendu, et ces réponses immédiates ont d'ores et déjà été développées, notamment dans le cadre de crise, puisqu'il s'agissait avant toute chose de rencontrer les besoins fondamentaux des personnes impactées. Dans ces régions et dans ces zones frappées par ces crises, il faut bien entendu tenir compte des personnes qui ont été déplacées de force, mais en sus de ces personnes, nous devons garder à l'esprit la situation du fait que ces personnes sont parfois accueillies dans certains pays et ces besoins doivent être pris en considération parce que parfois dans ces pays hôtes, il y a également des populations qui sont en souffrance et qui ne bénéficient pas d'un niveau de sécurité et de protection suffisant. Je voudrais également ajouter par rapport à cela que nous nous sommes tous mis d'accord sur toute une série de principes. Nous avons toutes et tous, à un point ou à un autre de notre existence, besoin d'un dispositif de protection sociale. Et nous, en Europe, dans nos pays industrialisés, nous avons
parfois des difficultés à considérer que l'absence d'un dispositif de protection sociale est quelque chose qui serait relativement inconcevable. Et nous savons que dans de nombreux pays, ces systèmes n'en sont qu'au balbutiement, sont en pleine émergence. Et dans certains cas de figure, nous savons que ces dispositifs de protection sociale sont relativement fragiles. Et pour renforcer le dispositif de protection sociale de ces pays, nous devons peut-être mettre bout à bout toute une série d'éléments, parce que jusqu'à présent, les éléments sont peut-être parfois ne s'emboîtent pas correctement et nous devons veiller à ce que ces éléments puissent s'emboîter correctement. Alors il est vrai que dans des contextes de fragilité et de déplacement forcé, le transfert de liquidité est un premier moyen. Mais nous devons également choisir les bons instruments à utiliser et en les appliquant, nous devons accorder une attention toute particulière au contexte dans lequel nous avons à œuvrer pour l'adapter aux circonstances. Ces transferts de liquidité peuvent bien entendu être envisagés dans des marchés qui fonctionnent. D'autre part, nous ne devons pas perdre de vue le fait que dans le contexte élargi du développement ou de l'assurance sociale ou de la protection sur le marché du travail ou toute une série de dispositifs de gestion de risque, eh bien tous ces dispositifs doivent être adaptés et tous ces silos doivent être mis bout à bout pour créer un véritable tissu de protection sociale. Toujours en ce qui concerne la protection sociale et la coopération, je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, c'est une réponse générale qui est proposée dans des contextes de fragilité. Et nous avons bien entendu un dispositif institutionnel relativement unique qui a été mis en place et nos outils sont répartis dans 3 secteurs différents. Nous avons tout d'abord le système d'aide humanitaire classique qui est à notre disposition. Deuxièmement, nous continuons à accroître notre dispositif de coopération au développement, notamment vis-à-vis des pays les plus en besoin. Et puis, troisièmement, nous avons également pu développer un dispositif d'aide transitoire. Et ces outils, ces 3 outils que nous avons à disposition, doivent jeter des passerelles les uns vers les autres afin de pouvoir fonctionner correctement. Il faut se dire que ces dispositifs ont été mis en place dans un seul et même esprit, à savoir pouvoir perdurer sur un certain laps de temps. Et il faut se dire également que ce type de réponse immédiate peut permettre de créer des institutions et peut jeter des passerelles vers un dispositif plus affirmé sur le plan national. D'autre part, ces 3 instruments auxquels je viens de faire allusion devraient nous permettre de répondre tout d'abord à des besoins immédiats ou à des besoins temporaires en matière de renforcement des capacités, en matière de résilience des populations, en matière de création de structures destinées aux populations sur le terrain. Et le deuxième objectif, c'est de promouvoir bien entendu le développement d'un dispositif de protection sociale beaucoup plus touffu, un dispositif qui ne laissera personne en marge, personne à la traîne. Donc ces transferts de liquidités et toutes ces autres mesures qui ont été mises en place et qui dépassent parfois la simple assistance technique, notamment des dispositifs visant à assurer contre les risques ou à déterminer les risques éventuels, tous ces paramètres peuvent bien entendu s'appliquer à des situations de crise et des situations de grande fragilité. Cela constitue un outil très important qui a pour objectif de stabiliser les moyens de vie, la résilience et de créer des structures locales sur les différents marchés concernés. Et il s'agit bien entendu d'éviter des stratégies qui feraient en sorte que les enfants soient retirés des écoles ou autres situations de ce genre. D'autre part, nous avons également entendu parler de toute une série d'exemples extrêmement intéressants qui ont été notamment mentionnés par Madame Paria. Et nous devons bien entendu adapter ces dispositifs à des contextes différents. Je puis vous dire que nous avons également des expériences similaires. Nous avons utilisé des liquidités, par exemple, dans le nord de l'Irak. Nous avons également dégagé des aides pour permettre à toute une série de ménages de bénéficier de revenus supplémentaires afin de faire en sorte que ce dispositif de transfert social puisse nous permettre de réhabiliter toute une série d'infrastructures, de bâtiments publics, etc. Mais les liquidités ne constituent pas l'ensemble de la solution.
Et même si nous privilégions ces approches, nous essayons toujours de combiner ces approches avec toute une série de dispositions sur le long terme en matière de santé, d'école ou en matière de mise à disposition d'eau potable. Nous essayons de créer davantage de perspectives également pour les populations concernées et nous essayons de leur permettre également de créer de nouvelles institutions. En ce qui concerne les différents bâtiments ou les logements, nous devons tenir compte de certains enseignements. Nous devons voir comment l'intervention peut être façonnée de façon suffisamment rapide et comment les mesures d'urgence peuvent nous permettre de créer des dispositifs en matière de protection sociale et d'édifier une protection sociale plus forte encore. Nos objectifs sont bien entendu de permettre la pérennité des interventions et ce, dès les premières interventions, y compris bien entendu sur le plan financier. Donc en résumé, et c'est en quelque sorte le fil rouge que nous aurons à suivre à l'avenir, en tout cas en ce qui concerne notre coopération et notre aide au niveau des pays confrontés à toute une série de difficultés ou à des situations de crise ou de grande fragilité. Donc ce fil rouge dans ce contexte de fragilité va nous permettre de trouver des solutions efficaces qui vont permettre dans un premier temps de répondre aux besoins fondamentaux des personnes concernées, améliorer la capacité de résilience et permettre à ces personnes de se relever et d'améliorer la situation de par elles-mêmes. Et dans le cadre d'un autre objectif, nous voudrions pouvoir nous adapter à ces situations de fragilité accrue et de déplacement forcé. Donc passer d'une intervention temporaire financée par le biais de structures existantes pour aboutir à un dispositif qui nous permettra de renforcer les programmes au bénéfice de tous. Donc voilà les deux fils rouges en quelque sorte qui ont été sélectionnés et qui se renforcent bien entendu mutuellement. D'autre part, je voudrais également signaler que ce qui nous attend à l'avenir est en fait un dispositif qui constitue un véritable patchwork de dispositions, de mesures, etc. Et nous devons essayer d'avoir une meilleure cohérence à ce niveau-là, surtout dans le cadre de situations de grande fragilité. Alors il faut savoir que toute une série de dispositifs ont vu le jour, des réponses rapides ont été mises en place pour répondre aux besoins immédiats des gens et c'est tout à fait compréhensible, mais nous voyons de nouveaux outils et de nouveaux instruments qui entrent, si je puis dire, dans la danse, notamment toutes les thématiques liées au changement climatique et à la nécessité de pouvoir prévoir les différents risques liés au climat. Et il est également important de donner de nouveaux rôles aux programmes qui nous permettent, par exemple, de garantir un bon niveau de vie. Et tous ces programmes verticaux qui proviennent de différentes sources sont tout à fait positifs, mais ce qui fait défaut pour le moment, c'est véritablement une bonne mise en œuvre de cette aide sur le terrain et un dispositif qui soit suffisamment robuste que pour permettre de combiner différents types de crises ou différents types de catastrophes qui peuvent heurter un seul et même pays, notamment au Sénégal, il y a eu certaines régions qui ont été victimes d'inondations. Et puis ensuite, il se peut qu'il y ait des conflits politiques qui surviennent. Donc, les dangers et les difficultés sont multiples. Nous savons qu'il peut y avoir d'autres difficultés qui sont liées au fait que les familles n'ont pas des moyens de subsistance suffisants. Donc, c'est un des défis qui nous attend et c'est pour cette raison que nous devons unir à tout prix nos forces et faire en sorte que nous ayons une image beaucoup plus cohérente, que nous puissions créer des connexions entre ces différents points d'entrée, que nous puissions être beaucoup plus efficaces dans nos agissements, que ce soit au niveau humanitaire ou que ce soit au niveau de la coopération au développement. Et je pense qu'en unissant nos forces, nous pourrons probablement prodiguer de meilleurs services aux populations qui sont dans le besoin. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Hoven, d'avoir partagé donc votre expérience et la vision qui est la vôtre en Allemagne. Nous aurons l'occasion pendant cette conférence de débattre de la nécessaire intégration de ces différents systèmes pour éviter, c'est vrai, de travailler en silo. C'est vrai que les familles, les communautés, les individus eux-mêmes peuvent être évidemment soutenus, doivent l'être, quelle que soit la nature de la crise ou de l'urgence à laquelle ils font face. Je voudrais maintenant vous présenter et donner la parole à Marietta Jager,
et qui est directrice générale adjointe à la Commission européenne, la DG, donc DEFCO, Coopération et Développement. Vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis. Merci tout d'abord de me donner donc la possibilité de prendre la parole aujourd'hui dans cette conférence importante sur la protection sociale dans les contextes de fragilité et de déplacement forcé. Il est extrêmement intéressant et utile d'avoir la discussion que nous allons avoir ici ensemble, et je crois que cette conférence est donc extrêmement utile et arrive à point nommé. C'est vrai que, comme Monique l'a dit, trop de personnes n'ont pas accès encore à toute une série de services et de droits. Elle a mentionné également l'importance des systèmes de protection sociale. La perspective qui est la nôtre à la DG DEFCO est effectivement une perspective qui consiste à dire que les aspects liés notamment au déplacement forcé sont devenus aujourd'hui pour nous une priorité fondamentale. L'agenda 2030 et le nouveau consensus pour le développement européen reconnaissent que la protection sociale est un instrument transversal extrêmement utile pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. En ce qui concerne les déplacements forcés notamment, il nous faut davantage d'informations. Donc je vous demande de nous fournir des données, s'il vous plaît, pour que nous puissions, sur base de ces données concrètes, réellement intervenir et montrer qu'il est utile de mettre en place des initiatives en matière de protection sociale. Et c'est en ce sens que nous pourrons certainement contribuer à davantage de résilience, de paix, de stabilisation et de croissance économique. Au sommet humanitaire mondial, il a été décidé donc de développer les protections sociales et les systèmes nationaux qui permettent de faire face aux crises pour justement améliorer la résilience face aux situations de crise. Nous savons que concrétiser cet engagement sera difficile et beaucoup d'États dans le monde aujourd'hui n'ont pas forcément encore la possibilité de mettre en place un système digne de ce nom en matière de protection sociale. Nous pensons que les programmes pour les personnes déplacées doivent également apporter des systèmes et des services de protection qui seront certainement et qui iront au-delà de ce que les systèmes de protection sociale existants peuvent proposer dans certains pays. Pour cette raison, mettre en place les bases d'un vrai investissement dans l'humanitaire est absolument fondamental. Aider les pays à mettre en œuvre leur système de protection sociale et mettre en place des mesures d'aide humanitaire en cas de crise ne pourra se faire sans un vrai soutien politique et sans un vrai travail au niveau politique. Et ceci implique notamment de mettre en place des contextes et des environnements qui permettent au système de sécurité sociale de se développer, de mettre en place notamment les cadres juridiques et réglementaires nécessaires, de regagner la confiance et d'aider également à mettre en œuvre des objectifs politiques parfois à très long terme. Tout ceci représente donc un défi énorme pour les politiques, mais également pour tous ceux qui travaillent dans le domaine humanitaire, à quelque niveau que ce soit, en tant qu'experts, en tant que chercheurs notamment. C'est pour cette raison que j'attends beaucoup de la discussion de cette journée, d'aujourd'hui et de demain et de cette conférence. Monique a donné des exemples intéressants de bonnes pratiques. Je ne peux que confirmer que l'ADG DEFCO essaie de coordonner son action avec d'autres bras, entre guillemets, de la Commission pour mettre en place notamment, pour ne citer qu'un exemple, des paquets de mesures et d'informations qui permettront d'aider notamment certains pays comme le Malawi, je pense, à mettre en œuvre des systèmes de protection sociale un peu plus développés. Et nous pouvons certainement aller plus loin dans bien d'autres régions du monde. Pour conclure, mesdames et messieurs, la protection sociale est un instrument fondamental
qui non seulement permet de lutter contre la pauvreté et l'inégalité, mais qui permet également de gérer les catastrophes de manière prévisible. Le rôle de la protection sociale et le lien avec la migration, les politiques de développement et les politiques migratoires en général, le lien est évident et je crois qu'il faut maintenant l'opérationnaliser davantage. Les attentes qui sont les nôtres sont très élevées. Il faut maintenant, je crois, travailler pour concrétiser le rôle que les politiques sociales peuvent jouer dans le développement du capital humain, ce qui est évidemment un énorme défi. Je terminerai simplement en concluant que nous partageons, je crois, tous cet objectif commun qui consiste à être plus efficace dans les pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Et je crois que nous pouvons, en concrétisant donc, ces partenariats, réellement aider tous ces pays qui font face à des déplacements forcés et à des situations de crise. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence et j'attends beaucoup de vos travaux. Je vous l'ai dit. Nous sommes preneurs, nous avons besoin d'informations, de données que vous pouvez nous fournir et nous sommes évidemment très désireux de pouvoir travailler avec vous davantage à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Madame Jäger. Vous demandez donc des éléments de preuve, des données. Je crois que l'appel est bien passé et que nous allons essayer effectivement de recueillir des informations concrètes sur les bonnes pratiques. C'est vrai que nous nous intéressons ici à une situation et des situations qui sont souvent très complexes. Et insister, comme vous l'avez fait, sur les personnes déplacées me paraît important. N'oublions pas non plus, comme vous l'avez fait également, les populations locales. J'aimerais maintenant présenter et donner la parole à Ted Shaiban. Je ne peux que noter un certain déséquilibre en termes de genre, mais pour une fois dans l'autre sens. Donc, le seul homme de ce panel, M. Shaiban, directeur division programme à l'UNICEF, avec énormément d'expérience. Donc, la quantité n'est pas au rendez-vous quand on regarde le nombre d'hommes, mais la qualité est certainement là. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi que d'être ici avec vous aujourd'hui. Il y a 65 millions de personnes qui sont aujourd'hui déplacées, forcées dans le monde, et 22 millions de réfugiés. Et énormément de personnes qui vivent sans avoir dû quitter leur pays peut-être, mais qui vivent dans des situations de crise dans leur propre pays et qui au quotidien se battent pour survivre. Essaient donc de vivre du jour au jour en essayant chaque jour de survivre jusqu'au lendemain. Et je crois que cela ne peut qu'être dangereux dans le sens où cela crée une sorte de cercle vicieux, entre guillemets, de pauvreté. La protection sociale est peut-être le moyen qui permettra de briser ce cercle vicieux. Et cela passe évidemment par des transferts de fonds et de liquidités, mais également par des produits d'assurance santé, par des produits qui permettent de mettre en place une sorte de filet de sécurité pour les familles. Cela permet, je crois, la sécurité sociale, les services sociaux permettent, et la protection sociale permettent donc d'aider non seulement les individus, mais également les communautés, les villages, les villes, les pays même, à faire face aux crises et à entre guillemets, repartir de l'avant après des crises. Et nous avons vu que beaucoup de choses peuvent être envisagées. J'espère que vous aurez l'occasion d'approfondir toutes ces questions ici. Le transfert d'argent et de fonds est évidemment un moyen assez classique que de soutenir, mais nous devons mettre en place, entre guillemets, d'autres systèmes de protection sociale. Le transfert de fonds aide évidemment les personnes qui reçoivent l'argent à rester libres, entre guillemets, de faire certains choix.
et c'est vrai que c'est un moyen très efficace, mais d'autres services liés à l'éducation, à l'eau notamment, à la santé, doivent également être envisagés. La communauté internationale a reconnu que réagir par l'apport de fonds aux crises a du sens si ces initiatives vont de pair avec le développement en parallèle de systèmes de protection sociale. Parce que ces systèmes permettent souvent non seulement d'identifier des personnes dans le besoin, mais également ensuite, je l'espère, de leur fournir toute une série de services absolument fondamentaux. Certains exemples ont déjà été mentionnés, mais pensons peut-être au Népal et aux Philippines en 2013 et en 2015 qui ont été confrontés à des catastrophes énormes. Et dans ce cas, les systèmes de protection sociale ont permis d'aider davantage qu'on aurait pu le faire, je crois, sans ces systèmes, toutes les personnes qui ont été affectées par, dans ce cas-là, des catastrophes naturelles. Mais si l'on revient au contexte de cette conférence, où nous parlons de populations fragilisées, souvent confrontées à des conflits, je crois que les 2 journées qui nous attendent ici vont permettre de réfléchir à certains pays. Mais je penserai d'ores et déjà à des pays comme la Turquie, le Pakistan, le Yémen, où des déplacements sont évidemment visibles, déplacements de grandes quantités de population. Et nous sommes là face à des pays où nous devons intervenir face à ces moments difficiles. Ce qui est également très intéressant, c'est de penser à certains exemples de systèmes qui fonctionnent très bien, comme le filet de sécurité contre la faim et la famine au Kenya, qui permet en cas d'urgence, avec évidemment toute une série d'autres systèmes qui se déclenchent, mais qui permet d'immédiatement identifier les personnes qui doivent être soutenues et recevoir de l'aide. Et comme ma collègue l'a mentionné tout à l'heure, ces systèmes, ces dispositifs peuvent être mis en place même dans les environnements les plus complexes, comme c'est le cas notamment en Somalie. Les collègues somaliens vont certainement avoir l'occasion de nous expliquer comment eux ont mis en place un système de protection sociale dans un pays qui est confronté à des difficultés assez graves. Donc je vous souhaite donc des débats riches. J'attends beaucoup, je crois, de ces discussions. 130 pays au total dans le monde ont mis en place un système de protection sociale, y compris des systèmes de transfert de fonds et des systèmes qui permettent de fournir en cas de crise des biens et des services utiles. Il est clair que ces systèmes permettent de lutter contre la pauvreté, de limiter également les conséquences de ces crises sur les populations et notamment sur les enfants. Nous sommes l'UNICEF après tout. Je crois que l'impact sur les enfants est évidemment évident et il est clair que les transferts de fonds non conditionnés et une intervention rapide en cas de crise et un système de protection sociale permet donc d'avoir des enfants qui ne sont pas au travail mais à l'école, des enfants qui sont soignés lorsqu'ils sont malades, des enfants qui sont soutenus lorsqu'ils ont besoin de l'être. Et je crois que cela fait la différence, notamment dans les familles les plus pauvres et tout autant d'ailleurs dans les familles qui sont donc affectées par des conflits notamment. Le consensus international et même le bon sens nous permettent de dire que lorsque nous agissons au niveau humanitaire, il faut réfléchir au long terme, évidemment, et essayer d'affecter de manière systémique, entre guillemets, des situations structurelles. Nous devons donc évidemment agir à long terme, évidemment essayer de maintenir des systèmes lorsqu'ils existent, des systèmes de protection sociale, ou de les développer lorsqu'ils n'existent pas encore, mais nous devons également réfléchir à d'autres aspects, être attentifs notamment à la nécessité de pérenniser financièrement parlant ces systèmes. Nous devons penser également au transfert de compétences, qui est une question fondamentale pour que ces systèmes puissent fonctionner et exister à long terme.
si des systèmes dignes de ce nom en matière de protection sociale peuvent être mis en place, eh bien, ils permettront d'assurer non seulement la résilience, mais également de pérenniser donc les interventions humanitaires plus ponctuelles. Je crois que après les diverses interventions qui ont été faites ce matin, l'UNICEF, l'Union européenne, les Nations unies et beaucoup de gouvernements nationaux ont décidé donc d'être ensemble, de passer ces 2 journées ensemble pour réfléchir à la manière dont nous pouvons donc développer et rendre accessibles des systèmes de protection sociale, même dans des situations extrêmement graves, parce que clairement, ces systèmes ont un rôle à jouer. Notre objectif, c'est d'opérationnaliser des engagements politiques, d'apprendre évidemment de vos compétences, de votre expérience, de votre expertise, et puis développer les partenariats existants et développer de nouveaux partenariats pour pouvoir davantage servir et intervenir en cas de besoin. Nous sommes heureux de voir que beaucoup de gouvernements sont là, ce qui prouve leur engagement. Beaucoup de membres de la société civile ont également accepté l'invitation. Vous êtes tous directement impliqués dans ce travail, ce qui fait de cette conférence un événement très spécial, je crois. Et je suis certain que nous pouvons ensemble amplifier ce que nous essayons de faire individuellement et aller plus loin dans l'aide que nous apportons aux plus vulnérables. À la fin de ces 2 journées, nous devrions, je l'espère, avoir une vision plus claire de la manière dont nous pouvons donc concrétiser ces engagements politiques, réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs du développement pour le millénaire, l'agenda 2030, les engagements de différents sommets importants, y compris la déclaration de New York sur les migrants et les réfugiés. Tous ces engagements-là sont fondamentaux. Nous espérons pouvoir également traduire dans la réalité ces engagements et ces textes sur lesquels le monde s'est plus ou moins mis d'accord. Et j'espère que nous pourrons donc réaliser tout cela de manière systémique, construire également sur la base des systèmes de protection sociale qui existent déjà, et préparer ces systèmes à faire face à d'autres chocs, et les populations également. Et en même temps, là où ces systèmes n'existent pas, essayer de concevoir des systèmes de transfert de fonds et de liquidités pour pouvoir agir en cas de crise humanitaire, mais ensuite développer davantage et amener ces systèmes à un niveau supérieur en termes donc d'efficacité et de pérennité. Chers collègues, nous sommes ici pendant 2 jours réunis pour discuter, apprendre, nous écouter. N'oublions pas que les enfants sont au cœur du débat ici et de la thématique. Et essayons de réfléchir à la manière dont nos initiatives et notre travail peut réellement améliorer le sort des populations, mais également des enfants en particulier. Et je crois que ce sera donc une conférence couronnée de succès si nous parvenons à réaliser cet objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ted, d'avoir également mentionné la nécessité de briser le cercle vicieux, entre guillemets, notamment le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle. J'ai vu beaucoup de collègues dans la salle acquiescer lorsque vous avez mentionné cet aspect. C'est vrai que vous avez insisté également sur non seulement les transferts de fonds, mais également sur les services connexes associés aux interventions purement financières. Et je crois que la santé, comme vous l'avez dit, la nutrition, l'éducation sont des aspects fondamentaux. Cela nous amène donc avec cette dernière intervention à la fin du premier panel. Et je remercie d'ailleurs les membres du panel de leur présence. J'aimerais donc maintenant céder la présidence à Sarah Cook,